bonjour. Au commencement, il y a ce crissement de rails, puis cette voix étrange et monocorde qui nous transporte vers un lieu où le jeu est roi. C'est Arnaud Despalières qui nous chuchote à l'oreille son Disneyland, mon pays natal. Nous sommes 45 000 personnes à entreprendre le même voyage. 45 000 qui, probablement envoûtés, comme je dois l'être moi-même, avons décidé de passer la journée dans un parc de loisirs appelé Disneyland. 12 millions l'ont fait l'année dernière. 12 millions le feront cette année. Depuis 8 ans que cet endroit existe, 85 millions d'hommes, de femmes, de vieillards, d'adolescents, d'enfants, de bébés se sont rendus au son du joueur de flûte de Disneyland Paris. C'est l'anniversaire de Suzanne et elle a décidé pour ses 9 ans de réaliser un petit rêve. Un rêve organisé au pays des princesses et des fées. Un rêve précisément fléché de la gare à l'hôtel enchanté. Un rêve à portée de tous si tant est que l'on puisse mettre la main à la poche. Un rêve où tout ce qui est faux a l'air vrai. Le rêve de Suzanne est un rêve standardisé, défilé de créatures merveilleuses, feux d'artifice et chants de sirènes. Chacun monte dans le train d'un même imaginaire et peu importe si le divertissement est savamment orchestré. Le bout du tunnel donne sur un lieu clos tout aussi enchanteur. D'aucuns le nomment le parc. Suzanne goûte l'atmosphère d'évasion, celle-là même qui avait été garantie par l'offre. Elle lume les parfums de sucre, les mirettes grandes comme les soucoupes volantes qui l'entourent. Et nous déambulons avec elle sous une poussière d'étoiles. Et c'est avec un air mutin et une âme d'enfant que nous démarrons cette semaine consacrée au jeu. Le narrateur-joueur Jérôme Schmitt, cofondateur des éditions Incultes, nous livrera 5 histoires que vous avez coutume d'entendre en fin d'émission. Aujourd'hui, la vague échouera autour d'une table pour relater le destin de Tom Dwan, le gamin qui a failli faire chavirer le monde du poker. Dwan est celui qui est le mieux placé pour gagner puisqu'il a le plus de jetons devant lui. Et là, il y a une sorte de réunion de crise qui s'organise à quelques mètres de la table où joue Tom Dwan, entre tous ces joueurs qui ont parié des dizaines de millions de dollars sur lui. Ça s'agite, il y a une tension dans cette pièce qui est vraiment intense, et ces gens se demandent s'il ne faut pas aller voir Dwan, lui dire on annule les paris, on te rachète nos paris, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si toi tu gagnes ce titre de champion, en fait tu vas ruiner quasiment tout le milieu du poker. L'histoire du joueur de poker Tom Dwan que vous entendrez à 14h50. C'est le premier volet de notre semaine dédiée au jeu, activité nécessaire et désintéressée que nous pratiquons délibérément ou inconsciemment, presque en cachette, petite minute volée à l'efficacité et à la performance. Comme toujours, derrière ce divertissement se déploie une véritable architecture du jeu. Une architecture physique dans ces lieux insondables que sont les parcs d'attractions. Une architecture économique autour d'offres de loisirs en cascade, auxquelles s'ajoute l'architecture d'un rêve. Le parc est à la fois réel et imaginaire, un temple du jeu attirant et terrifiant. Quelle société et quelle civilisation se cachent derrière les décors du parc ? Quelles créatures sommes-nous, nous qui nous y rendons ou nous qui restons à l'extérieur à le contempler ? C'est aux portes du parc que nous amarrons aujourd'hui. Bienvenue dans les nouvelles vagues ludiques. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Marie Delaplace, professeure d'aménagement et d'urbanisme à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée et directrice adjointe du Lab Urba. Jean-Max Collard est aussi avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition et directeur du service de la parole au Centre Pompidou. Et Bruce Bégou, bonjour. Bonjour. En duplex depuis Bordeaux, merci d'être avec nous. Philosophe, professeur à Paris 3 et à Bordeaux 3, et auteur notamment du Parc. Alors première question, Jean-Max Collard, on connaît bien sûr le parc d'attractions à travers toutes les représentations qu'on peut en avoir, représentations publicitaires, photos, images, des représentations qu'on a parfois du mal à distinguer de celles du monde de l'art. Moi, je sais pas, moi je les distingue assez facilement, mais en tout cas ce qui est notable, c'est qu'effectivement c'est
ces 15-20 dernières années, dans la génération des années 90 en France et à l'étranger, le thème du parc d'attractions, le thème du parc, a été quand même très présent chez les artistes contemporains. Je pense à, par exemple, une artiste comme Dominique Gonzalez Forster, qui a, pour son œuvre à la Documented Castle en 2002, a constitué un parc, qu'elle appelait d'ailleurs plan d'évasion, et qui rassemblait des éléments divers venus de différents pays. Vous aviez une chaise qui venait de Chandigarh, vous aviez du sable qui venait de Rio, des pierres qui venaient du Japon, une cabine de téléphone qui venait du Brésil, et tout ça se rassemblait un peu dans ce lieu. Il y a une exposition de Pierre Huy qui s'appelait aussi Celebration Park, donc c'était toute l'exposition qui était du coup un peu considérée comme un parc d'attractions. Vous avez aussi quelqu'un comme Raphaël Zarka qui lui s'intéresse plutôt à la question du skatepark par exemple, même quand il est un peu en ruine dans le sud de la France. Donc il y a un intérêt vraiment très fort des artistes. Et pourquoi cet intérêt? D'abord parce que vous l'avez dit, on l'entend déjà, 85 millions de visiteurs, c'est-à-dire c'est l'extension du parc à ce qui est peut-être aussi l'échelle de nos villes. C'est quand même un phénomène majeur et qu'on pourrait penser très éloigné au fond des hautes sphères culturelles, mais évidemment les artistes et les écrivains aussi beaucoup aujourd'hui vivent aussi cette attraction du parc, s'intéressent à ce thème à la fois urbain et imaginaire assez majeur, et donc il y a une présence maintenant affirmée, je dirais, de ce thème, quand bien même il faut pouvoir effectivement le relever. Bruce Bégou, vous avez décidé dans votre ouvrage Le Parc de faire justement de ce lieu un personnage, un lieu, un carrefour. Oui, tout à fait, oui. Je l'ai pris comme une forme, effectivement, de divertissement, une forme urbaine contemporaine très intéressante. Alors... Et j'ai mêlé, en fait, dans cette fiction, toutes les formes possibles de parc ou de parcage, que ce soit du parcage ludique ou du parcage utile, militaire ou autre. Et en fait, le thème du parc, puisque peut-être qu'on abordera cette question du thème dans le parc, le thème du parc est devenu le parc lui-même. Donc toutes les formes possibles et envisageables dans l'humanité depuis, au fond, son apparition sur Terre jusqu'à un futur peut-être lointain encore, qui est le parcage des hommes derrière des lieux clos, autosuffisants et régis par des règles ludiques, politiques, sociales. Vous arrivez déjà dans la partie sombre, Bruce Bégou. Attendez. Alors d'abord, ces thèmes de parc. C'est vrai qu'on connaissait les thèmes de parc comme justement des périodes historiques ou le retour à des créatures féeriques, fantastiques, qui ont été reprises aussi dans les travaux sur Coney Island, etc. Il y a toujours cette question un peu étrange de la frontière entre ce qu'on imagine du merveilleux, ce qu'on met en scène et finalement le réel. Les travaux de recherche sont assez proches des travaux sur l'art en la matière, Jean-Max Collard. Oui, et puis il y a un livre qui est j'ai un livre assez séminal, je sais pas ce qu'en pensera Bruce Bégou, que je salue au passage, puisque j'avais beaucoup apprécié la lecture du parc. C'est le livre de Louis Marin qui s'appelle Utopique jeu d'espace, et c'était intéressant de voir un philosophe se pencher momentanément dans sa déambulation sur des espaces utopiques, de s'intéresser soudainement à la question du parc d'attractions. C'est un des chapitres du livre Utopique jeu d'espace, qui je pense a nourri beaucoup de gens, d'artistes, d'écrivains, parce qu'on connaît ce chapitre, et c'est une étrangeté en quelque sorte d'avoir le philosophe au parc d'attractions. Et ce qui intéressait Louis Marin, c'était de pouvoir faire vraiment la vraie description, un vrai décryptage en quelque sorte de cette carte utopique qu'est ce paysage un peu féerique et en même temps évidemment réel qu'est le parc d'attractions, puisque c'est à la fois effectivement une vraie économie, une vraie industrie du spectacle. Sur Bruce Bégou, parce qu'il est là en direct, il y a un autre livre, au fond, il y a Le Parc, et puis juste avant, il avait fait Zéropolis, qui était un livre qui s'intéressait à la question de Las Vegas. Et au fond, Las Vegas, c'était aussi déjà la ville, le parc devenu ville, ou la ville devenue parc. Je ne sais pas si, pour Bruce Bégou, il y avait un lien, en quelque sorte, de Zéropolis au parc. En tout cas, les mégalopoles croisent le thème justement urbanistique du parc. Complètement. Il y a une grande exposition au Centre Pompidou il y a quelques années qui s'appelait Dreamlands et qui allait justement des expositions universelles jusqu'au parc d'attractions pour montrer que cette transformation de la ville par le biais des grandes manifestations d'expositions universelles qui avaient lieu comme ça assez régulièrement dès le 19e siècle, à Londres, à Paris, à New York, etc., étaient des manifestations qui transformaient complètement la ville, qui en faisaient un grand spectacle. Et c'est vrai
vrai que les mégalopoles offrent un spectacle, que ce soit les skylines, que ce soit les sons et lumières de Hong Kong. Voilà, il y a toute une mise en spectacle des villes aujourd'hui qui, et depuis un certain temps, qui fait que la ville elle-même est devenue une sorte de gigantesque exposition en même temps qu'un parc d'attractions. Bruce Bégou, pour répondre à la question de Jean-Max Collard, entre Zéropolis et le parc, entre la question de la ville et du parc, le parc dans la ville, le parc lieu clos à l'intérieur de la ville. Oui, si on fait une généalogie du parc d'attractions, elle n'est pas spécifiquement urbaine. Au fond, on pourrait dire que ses ancêtres sont les jardins royaux avec ces grandes scénographies, ces grands spectacles créés par des ingénieurs pour l'aristocratie, pour la cour. Et au fond, le parc d'attractions serait la combinaison entre ces spectacles royaux, la fête foraine, et puis peu à peu, effectivement, avec les foires universelles, puis la création de Coney Island aux États-Unis, enfin à New York à la fin du 19e siècle, le parc s'urbanise pour être plus proche au fond des masses de clients potentiels, parce que bien évidemment, comme on l'a dit d'entrée de jeu, il y a des millions et des millions de gens qui se rendent dans les parcs, et plus ces parcs sont proches de là où les gens vivent, plus bien évidemment il y a la possibilité de les accueillir. Mais tous les parcs ne sont pas nécessairement urbains. Au Japon ou en Chine, il y en a beaucoup qui sont vraiment assez loin des villes. Par contre, c'est vrai qu'ils ont été, dès le départ, un lieu de réflexion, de création, presque un laboratoire de pensée urbaine. Je pense au texte de Koulas sur New York Délire, où il montre bien que Coney Island a été une manière de créer des choses qui ont été ensuite récupérées dans la ville, notamment l'ascenseur. Les gratte-ciel n'auraient pas été possibles si Coney Island n'avait pas déjà, au fond, inventé ou pris le risque de d'être construire un laboratoire. Oui, d'être un laboratoire, oui. Marie Delaplace, vous venez de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors justement, cette question de se rendre au parc d'attractions, la question du transport, ça pose la question aussi de où se trouve le parc, où est-ce qu'on décide de le faire, où est-ce qu'on décide de trouver un lieu qui va être dédié au jeu. Oui, alors la question de trouver le lieu, c'est la question aussi effectivement des transports pour se rendre à cet endroit qui doit éminemment être accessible à une population la plus diversifiée possible, et donc pas seulement une population locale, mais aussi une population, quand le parc a une vocation à attirer une clientèle internationale, une population donc internationale. Donc les gares, que ce soit les gares TGV, mais sur lesquelles je travaille plus particulièrement, mais aussi les gares, les stations de RER pour ce qui est de Paris, sont évidemment des lieux qui sont privilégiés pour une implantation de parc dès lors qu'il y a bien sûr du foncier disponible autour. Alors la question, c'est la proximité d'une grande ville. On sait par exemple que pour un parc d'attractions comme celui de Disneyland Paris, on est à la fois très proche de Paris, à 35 km, et en même temps, un certain nombre de visiteurs vont aller directement au parc d'attractions sans même visiter la capitale. C'est comme s'il y avait une sorte de tourisme parallèle du parc. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a effectivement un tourisme parallèle, enfin en tout cas des tourismes qui sont, parallèles, on peut le dire. On a des touristes qui viennent au parc. Grosso modo, sur les enquêtes qu'on a fait, c'est finalement plus de 75% des personnes qui viennent au parc, et exclusivement au parc. Et puis, à côté de ça, vous avez des touristes qui viennent à Paris, et dont une minorité, mais vraiment une minorité, va au parc. Et parmi les touristes qui viennent finalement à Disneyland, eh bien, il y a quelques pourcents qui vont sur Paris. Donc, sur l'enquête que nous avons réalisée, on chiffre à peu près à 24% sur Paris. Jean-Max Collard, justement, on se rend compte que la question du lieu, la question du voyage, la question du trajet même pour se rendre dans ces parcs, là on pense au train notamment, ça fait partie de l'expérience. Le parc d'attractions, c'est un lieu auquel on se rend, c'est un cadeau virtuel, et donc on paye pour cette expérience. Il y avait un livre de Louis Aragon qui traitait de la question de l'exposition universelle de 1900 qui s'appelle Les Voyageurs de l'Impérial. Et donc au fond, cette question des voyageurs importe évidemment beaucoup pour la question du parc, avec une double
double entrée, c'est-à-dire d'un côté il y a le trajet qui mène au parc, et puis évidemment après il y a le parc lui-même comme parcours, c'est-à-dire que et à l'intérieur du parc on va retrouver des véhicules, on va retrouver des petits trains ou des trains qui font des montagnes, on va retrouver évidemment quantité de modes de circulation à l'intérieur du parc qui continuent sur un mode un peu différent effectivement le trajet réel qu'on aura fait. Donc là est-ce qu'il y a une continuité entre le trajet du parc et les trajets internes, je dirais, au parc? C'est un point qui est assez intéressant. Bruce Bégou, dans cette question justement de l'expérience, là où on a pu connaître des parcs d'attractions anciens, en tout cas si on fait référence même aux foires anciennes, où finalement la diversité et le divertissement venaient du fait de monter sur un manège et avoir des sensations fortes, là l'expérience elle commence dès le trajet. Oui, c'est-à-dire que le parc est un lieu qui est censé produire une expérience autre, imaginaire, irréelle. Et donc il faut qu'il y ait comme un sas de décontamination du réel. Et donc les parcs ne peuvent pas être à côté de la réalité urbaine. Il faut qu'il y ait une zone comme ça intermédiaire où les gens, au fond, se décontaminent de la réalité pour rentrer dans ce nouveau monde. Ce qui fait que les parcs sont aussi conçus comme des îles. Il faut toujours qu'il y ait un espace vide entre, disons, l'espace connu et l'espace du parc. Et cet espace vide sert à la fois de trajet, mais aussi de moment où on va se déprendre de la réalité quotidienne que l'on connaît et on va se mettre en état de recevoir cette nouvelle réalité ou cette irréalité. Donc il y a toujours un caractère insulaire qui, bien évidemment, nécessite des moyens de transport, le train, le bateau, l'avion ou autre. On arrive rarement à pied au parc, donc parce que là, la marche recrée une continuité avec l'expérience ordinaire que, bien évidemment, l'imaginaire et la constitution même du parc refusent. Marie Delaplace, cette zone de décontamination du réel, comme nous dit Brice Bégou, elle est parfois pas très claire, puisque finalement, dès qu'on sort de la gare, on arrive au parc, on ne sait pas où commence le parc, ou est-ce que la délimitation n'est pas toujours très très claire entre ces zones tampons entre l'entrée du parc et la ville. Oui, c'est exact. Effectivement, pour Disneyland Paris, vous avez le parvis qui est un parvis sur lequel vous croisez énormément de public du parc, mais aussi vous croisez bien sûr quelquefois quelques voyageurs d'affaires qui ont garé leur voiture pas très loin, ou bien alors des résidents qui prennent leur bus pour rentrer chez eux, etc. Donc on a vraiment finalement une confrontation sur ce parvis entre différents types de populations, et du fait le parc, il est déjà sur le parvis de la gare. D'ailleurs, lorsque l'on cherche à faire des enquêtes à Disneyland Paris, ne serait-ce que sur le parvis, il faut demander l'autorisation de Disneyland. Alors, Jean-Max Coelard, il y a justement ce parallèle que vous faites dans votre article entre l'art contemporain, les musées qui se seraient emparés de cette question du parcours ludique qu'on retrouve dans les parcs d'attractions, et cette confusion qu'il pourrait y avoir parfois entre le fait d'aller se promener dans un parc d'attractions et de suivre une forme de signalétique, un chemin tracé, et le fait d'assister à un parcours ludique dans un musée avec parfois des œuvres d'art assez kitsch qui sont désormais rentrées dans les musées. Oui, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une rencontre historique qui se fait entre l'exposition et le parc d'attractions. Voilà, les parcs d'attractions sont à la fois une forme de l'exposition parce que les façades sont parfois fausses, parce que on y trouve comme ça des choses qui peuvent relever aussi d'un imaginaire culturel. Et puis de l'autre côté, évidemment, les artistes eux-mêmes ont investi cet imaginaire de l'exposition justement en lui donnant la dimension d'un parc, en offrant aux spectateurs de l'art contemporain, je pense à des gens comme une nouvelle fois comme Pierre Huyghe ou comme Dominique Gonzalez-Forster, en offrant aux visiteurs qui entrent dans le musée une expérience d'espace. C'est d'offrir une déambulation et que cet espace-là, mais ça pourrait être aussi Christian Boltanski dans une version plus apocalyptique du parc, que ces espaces... Assez proche de celle de Bruce Bégou d'ailleurs. Assez proche de celle de Bruce Bégou. Et du coup, cette extension en quelque sorte de l'exposition, cette idée de l'exposition comme un parc, avec des stations, avec une déambulation dans le lieu, ça insiste en fond sur la question de l'exposition. Alors oui, c'est un thème très important et je crois que il est aussi profondément lié effectivement à
je dirais, à la propension qu'ont pris les institutions culturelles à devenir eux-mêmes des lieux du divertissement. Aujourd'hui, le Louvre est à la fois un des plus grands musées du monde, c'est à la fois aussi une sorte de zone commerciale, et puis c'est dans une autre certaine mesure aussi des manières de divertissement. Et donc, certains artistes ont insisté là-dessus. Je me souviens de l'artiste japonais Murakami qui installait une boutique de sacs Vuitton au sein même de son exposition, par exemple, quand il exposait au MoMA. Mais d'autres artistes, peut-être plus finement que Murakami, ont quand même insisté sur cette dimension. Je pense par exemple à une artiste comme Hélène Stortevante qui avait proposé que la visite des collections du musée d'art moderne de la ville de Paris soit retraitée sur le mode d'un train fantôme. Et l'exposition a été refaite l'an dernier, je crois, et on pouvait donc visiter une partie de l'exposition, une partie des collections du musée en montant dans un train fantôme. Et là, au cours de cette petite traversée nocturne, on croisait diverses œuvres de l'art contemporain. Donc là, il y a aussi une fonction critique au fond de ces dispositifs-là. D'un côté, on emporte le spectateur dans un espace imaginaire, on montre autrement que dans le musée traditionnel, donc ça sort un peu des formes académiques. On croise la culture populaire dans les formes hautes du musée. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'intérêt à faire ça. Et puis le dernier point, c'est effectivement aussi de critiquer évidemment au passage le devenir acté maintenant de divertissement des institutions culturelles. Bruce Bégou, c'est des allers-retours que vous faites aussi dans votre ouvrage Le Parc, puisque justement il y a d'un côté les visiteurs qui sont les acteurs du parc, ceux qui s'y promènent, mais il y a aussi les gardiens, et au final tous ces personnages font partie aussi de l'imaginaire de celui qui contemple le parc et qui serait presque extérieur. Oui, enfin, c'est une fiction qui est écrite d'un point de vue d'un narrateur, on pourrait dire non identifié, qui est peut-être un journaliste ou peut-être quelqu'un qui vient de l'UNESCO ou qui fait un rapport sur ce lieu. Et il est étonné par le fait que, en fait, on ne sait pas qui vraiment travaille ou ne travaille pas dans ce parc. Il y a une sorte de flou sur le statut des gens. Et bien évidemment, tout est à la fois spectacle et spectateur, parce que le parc se veut aussi un spectacle intégral, c'est-à-dire où on casse la barrière entre le spectacle et le spectateur, où les spectateurs deviennent eux-mêmes des acteurs, et des figurants. Oui, et des figurants. Donc c'est une forme plus physique, plus participative, plus riche émotionnellement que le simple spectacle par écran, puisque là il y a quand même un déplacement physique, un investissement physique, et qui crée une sorte de spectacle total, voire d'œuvre d'art totale, comme disait Wagner au XIXe siècle. Et après tout, Bayreuth n'est-il pas déjà une sorte de parc d'attractions musicales conçu au XIXe siècle ? Marie Delaplace, la question des visiteurs, la question réelle, les gens qui vont dans les parcs d'attractions, c'est à la fois tout le monde et en même temps c'est une population assez ciblée, en tout cas d'un point de vue économique. Oui, alors la fréquentation effectivement des parcs d'attractions, en ce qui concerne Disneyland Paris et par exemple le Futuroscope, c'est une fréquentation qui est un petit peu différente. On a une fréquentation sur Disneyland Paris qui est une fréquentation... Alors dans les deux cas, c'est une fréquentation familiale. On vient là pour se divertir, ce sont des familles, on y vient en famille. Avec des enfants la plupart du temps. À Disneyland Paris, par exemple, il y a plus de femmes. Dans l'enquête que nous avons réalisée, il y a plus de femmes que d'hommes qu'il y en a au Futuroscope. Dans les deux cas, il y a plus de femmes, mais il y en a encore beaucoup plus à Disneyland Paris. Et puis, en ce qui concerne les caractéristiques socio-économiques de la population, on constate que à Disneyland Paris, on a à la fois une population qui est une population d'employés, mais aussi on a une population importante, par exemple, de chômeurs, de personnes sans emploi, ce que l'on ne constate pas, par exemple, au Futuroscope, ou en tout cas dans une moindre mesure. Donc c'est un milieu un peu moins favorisé, qu'on retrouve des milieux plus populaires ? On retrouve des milieux plus populaires à Disney qu'on ne le retrouve au Futuroscope, effectivement. Avec ce paradoxe d'un lieu qui finalement est relativement cher. Le parc d'attractions, c'est une expérience qui coûte relativement cher. Avec ce paradoxe, effectivement, puisque la dépense moyenne à Disneyland, elle est de 54 € par personne. Donc, 54 €, c'est une dépense moyenne, évidemment. Donc, on peut avoir des dépenses parfois beaucoup plus importantes. Mais ne serait-ce que pour entrer dans le parc, ça coûte très cher. Simplement, c'est devenu un élément de la société de consommation. Aujourd'hui, il faut que ces enfants, même si on n'a pas les revenus suffisants pour un certain nombre de choses, puissent aller à Disneyland Paris. C'est un rêve. Et dans la population des parcs d'attractions, il y a les visiteurs, mais il y a aussi les employés. Aujourd'hui, j'ai rencontré Dingo. Il est soucieux parce qu'hier, il est allé voir la direction pour la première fois. Les costumes sont froids en hiver, chauds en été,
La vision et la respiration difficiles, et rien n'a vraiment été prévu pour aller aux toilettes. Alors Mickey, Minnie, Pluto et Donald l'ont élue déléguée et lui ont demandé d'obtenir de la direction qu'elle supprime ces inconvénients. On lui a indiqué le bureau compétent. Il a frappé et il est entré. Un jeune homme lui a souri de derrière sa grande table de travail. Dingo ne savait pas s'il devait s'asseoir. Il y avait bien une chaise, mais il pensait que ce n'était pas convenable de s'y asseoir dès sa première visite. Il a donc raconté son histoire debout. Quand il a eu fini, l'homme qui l'écoutait s'est levé lentement, lui a tapé sur l'épaule en disant « Notre directeur est jeune. Il a de grands projets. Et un seul d'entre vous lui importe autant que tous. Il est capable de passer des journées entières avec je ne sais quel petit employé insignifiant comme toi. Il réquisitionne son oreille à laquelle rien d'autre n'a plus accès et il se met à l'écoute. Il ne juge pas utile de pousser le personnel à travailler. Celui que sa propre raison ne conduit pas à travailler le mieux possible, celui-là, d'après lui, ne fera jamais un bon employé. Il sentira lui-même si fort à quel point il est déplacé qu'il n'attendra pas d'être renvoyé et il partira de sa propre initiative. C'est ça l'amour, Mathieu Bocart et Luce. Jean-Max Collard, on voit que le conte de fées n'est pas forcément le même pour tout le monde, puisque ce Carnot des Palières décrit avec une ironie assez forte en se servant du personnage de Dingo. C'est la réalité sociale des gens qui travaillent dans ces parcs d'attractions et qui sont pris entre un imaginaire féerique et utopique et finalement une réalité économique qui est ressortie d'ailleurs souvent dans les critiques faites par leurs contemporains. Oui, bien sûr, toute l'industrie au fond qui est derrière cet envers du décor féerique du parc est un point évidemment important.
On peut aussi penser, par exemple, à ce parc un peu dépressif qu'avait mis en place le street artiste Banksy, qui avait fait comme ça. Disneyland. Voilà, où on avait de pauvres baraques avec des ballons en plastique noir, des gens complètement fatigués au guichet, enfin des manèges qui tournaient à peine, enfin vraiment tout un parc soudainement un peu désolé de avec lui-même. Une Barbie assassinée après un massacre. Voilà, c'est ça. Des parents qui sortent en larmes. C'est ça, donc on était déjà dans une utopie qui était un peu fermée, mais on voyait très bien dans le dispositif de Banksy, ça mettait beaucoup en valeur l'ennui des travailleurs, justement, cette participation un peu forcée, effectivement, au divertissement généralisé. Et à la violence du parc. Come to the happiest place on earth. This is a theme park like no other. Disneyland. Marie Delaplace, cette réalité sociale des employés des parcs d'attractions, justement, elle est relativement connue. En fait, cette réalité sociale, ce que je pourrais dire aussi, c'est que quelque part, c'est aussi parfois un rêve que d'avoir un contrat à durée déterminée à Disney, par exemple. Disneyland Paris, c'est quand même 70% de contrats à durée indéterminée. Et dans le monde du travail actuel, avoir un contrat à durée déterminée, c'est déjà aussi un rêve. Donc la réalité sociale, elle existe, effectivement. Je ne connais pas précisément les chiffres concernant le turnover à Disney. Mais toujours est-il qu'il y a quand même plus de 14 000 personnes aujourd'hui qui travaillent à Disneyland Paris. Et 14 000 personnes, c'est énorme. C'est à peu près un tiers des employés de la mairie de Paris, par exemple. 14 000 personnes. 14 700, exactement en 2015. Bruce Bégou, dans le parc, vous faites le parallèle entre les conditions, ce grand lieu capitaliste qu'est le parc, et vous le mettez en parallèle avec des mégalopoles telles que Dubaï ou des lieux comme ça ? Oui, et même je pousse la provocation même plus loin, parce que je fais le parallèle avec le camp de concentration. Il faut savoir que le parc d'attractions et le camp de concentration apparaissent historiquement à la même période, fin du 19e siècle. À Coney Island pour le parc d'attractions, à Cuba ou en Afrique du Sud pour le camp de concentration, donc à la 1894-1895. Et ces deux structures spatiales très intéressantes, parce que le 19e siècle voit apparaître un phénomène nouveau qui est la foule, la masse. Disons, l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène crée cette densification des villes, cet exode rural, et donc apparaissent des masses comme ça, on pourrait dire déracinées de leur tradition locale, régionale, historique, et bien évidemment, ces masses sont exploitées par le capitalisme industriel, mais en même temps, ce sont des masses menaçantes. Et comment les organiser? Que faire de toute cette énergie accumulée dans des lieux? Et il me semble qu'il y a au fond deux possibilités, enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas on voit apparaître deux possibilités formelles, architecturales. L'organisation de cette masse vers l'excitation du loisir qui permet la décharge de cette puissance sous la forme d'émotions, de sensations fortes. Et puis l'organisation pré-totalitaire du camp de concentration qui est une manière aussi d'organiser cette puissance, soit en la soumettant à un travail, soit ensuite en la niant comme énergie jusqu'au camp d'extermination. Or, ces deux lieux ont vraiment des homologies formelles très fortes, même si bien évidemment l'imaginaire n'est pas le même. Donc vous voyez, j'ai même poussé le vice, je dirais, à montrer un peu on parlait de l'envers du décor, à montrer un des envers du décor possible qui pourrait être cette forme qui hante au fond le parc d'attractions et qui est le camp de concentration. Et quand je vois le devenir d'ex ou d'anciens parcs de concentration dans le monde qui sont presque réorganisés comme d'anciens camps de concentration dans le monde qui sont presque réorganisés comme des parcs d'attractions, je me dis que cette intuition qui au départ me paraissait purement aberrante devient malheureusement de plus en plus contemporaine. Il y a ce paradoxe qui fait qu'à la fois le parc d'attractions est un lieu vers lequel on se dirige par souhait personnel, ça fait partie de ce qu'on a pu appeler le divertissement, la société du divertissement, etc. Mais en même temps, c'est un lieu collectif où il y a une population extrêmement dense et c'est là où vous arrivez à cette idée du parcage, Bruce Bégou. Oui, enfin, il me semble que l'humanité s'est développée en constituant des unités très fortes de solidarité et d'organisation interne du groupe.
Et donc, elle porte avec elle, je dirais, depuis des millénaires, un imaginaire de lieux clos où pourrait s'épanouir la vie, comme l'ortus, le jardin d'Éden, etc. Et donc cet imaginaire, au fond, qui porte l'idée que l'homme ne peut véritablement se perfectionner que dans des lieux clos dont il pourrait maîtriser tous les paramètres et qui seraient à la fois des lieux de protection et des lieux de développement. C'est la question du parquage volontaire et involontaire. Oui. D'ailleurs, la sécurité est renforcée dans les parcs d'attractions. On revient beaucoup sur cette notion, y compris dans Disneyland. La sécurité est mise en scène. Oui, bien sûr, parce que surtout, il me semble d'ailleurs que l'un des succès des parcs d'attractions dans le monde contemporain depuis 15-20 ans est dû aussi à la montée d'une violence internationale, de la peur du terrorisme, de la peur, au fond, de l'agression dans des lieux qui seraient trop ouverts. Et les gens vont dans ces lieux-là aussi parce que ils peuvent y aller en famille et ils ont le sentiment d'être protégés par l'organisation du parc. D'ailleurs, puisqu'on parlait de Banksy, il avait fait une de ses premières performances à Disneyland à Anaheim, à côté de Los Angeles, où il essayait de faire une intervention comme ça dans le parc et 15 secondes, 20 secondes après, il avait déjà 2 vigiles sur le dos. Donc bien évidemment, la sécurité est un des aspects fondamentaux de l'organisation des parcs et de leurs propositions pour le public. Jean-Max Collard, la question justement du parc d'attractions comme lieu clos et lieu de parquage, ça renvoie à une idée presque de zoo, une critique très forte justement. Oui, parmi les textes très critiques qu'on peut déceler, y compris celui de Bruce Begou, mais où l'idée, au fond, c'est que les écrivains s'emparent du parc d'attractions. Pourquoi ? Non pas simplement pour en faire c'est pas la critique du parc, c'est justement que le parc d'attractions est devenu un peu l'horizon et un état à la fois idéalisé et réel de notre société capitalistique. C'est pour ça que je dirais que c'est un miroir hyper réaliste, hyper fort de ce qui se joue aussi dans nos villes, dans nos sociétés. Et c'est bien pour ça que les artistes ou les écrivains s'en emparent. Et on peut penser que parmi ces fictions critiques, je pense à un petit roman de Didier Deninx, l'écrivain de romans policiers Didier Deninx, qui a publié un petit livre qui s'appelait Cannibale et qui revient sur un épisode historique et qui, à l'époque du livre de Didier Deninx, était assez peu connu. C'était effectivement les Kanaks, le village kanak dans l'exposition coloniale de 1931. Et il revient sur justement ce qu'on a appelé plus tard les zoos humains, c'est-à-dire ces employés du parc qui n'étaient pas employés en réalité, puisque on les amenait là pour qu'ils jouent leur rôle de sauvages et qu'ils divertissent en quelque sorte les foules qui venaient à l'exposition coloniale. Ou dans le même temps, les auteurs surréalistes, par exemple, appelaient au boycott de l'exposition coloniale, donc la critique n'avait pas échappé évidemment à certains. Marie Delaplace, si on reprend cette grande idée un peu métaphorique des visiteurs et des créatures, où tout se confond finalement entre les personnes qui ont un masque et ceux qui n'en ont pas, ou celles qui n'en ont pas, justement, à travers la population, vous parliez de la cible des familles avec enfants, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les groupes, les professionnels, les groupes d'adultes. Les adultes ont leur place aussi dans les parcs d'attractions. C'est un imaginaire d'enfants exporté au monde des adultes. C'est un imaginaire d'enfants exporté au monde des adultes, au sens aussi où vous avez un certain nombre de parcs d'attractions aujourd'hui qui vont cibler la clientèle d'affaires, et notamment ce qu'on appelle donc le tourisme d'affaires. Disneyland se présente comme un des centres de tourisme d'affaires. Le Futuroscope aussi a une dimension affaires. C'est une façon d'attirer une autre clientèle que la clientèle habituelle, qui est la clientèle des enfants et des familles. Oui, bien sûr, oui. Il y a justement ce personnage très triste dans Disneyland, mon pays natal, qui est le personnage de Robert. Monsieur Robert et moi, on a sympathisé. Il est là pour le week-end. Je lui ai demandé si c'était pour raison professionnelle. Il m'a répondu « Non, je suis à la retraite. Je suis là pour convenance personnelle. » Je crois qu'il voulait dire qu'il était là pour son plaisir. Lui et moi, on a parlé longtemps. Il est veuf. Sa femme est morte l'année dernière d'un cancer des amygdales. Je n'avais jamais entendu parler du cancer des amygdales. Lui-même avait eu cette maladie il y a de ça quelques années et en avait guéri de façon presque miraculeuse. Les médecins n'en revenaient pas. Et puis, 5 ans après, sa femme attrape la même chose. Et en 2 mois, elle est morte. Je lui ai dit « Oh, je suis désolé ». Ça m'a rappelé une histoire de Kipling que j'ai lue il y a longtemps. Je lui ai demandé si ça le gênait que je lui raconte une histoire de cancer. Et il m'a dit
Au contraire, j'ai très envie d'entendre des histoires de cancer. Bruce Bégou, on retrouve cette idée de la dystopie qui est justement ce rêve qui vire au cauchemar. Il y a ce côté envers du décor très fort dans le parc d'attractions que vous filez comme presque un processus narratif. Bruce Bégou. C'était parti. Oui. C'était parti d'une réflexion sur le tourisme noir, ce qu'aux États-Unis on appelle dark tourism, qui est ce tourisme des catastrophes où même de nos jours, enfin je dirais même encore plus de nos jours, dès qu'il y a une catastrophe naturelle ou même on pourrait dire d'origine humaine, on a ces agences de tourisme qui proposent dans les 2-3 jours d'amener des visiteurs voir en fait l'étendue des dégâts. Et j'ai toujours été fasciné au fond par cette culture du spectacle de la violence, parce que d'une certaine manière le parc d'attractions vise à des émotions violentes, une sorte comme ça de sensations fortes, et la frontière est très faible entre des émotions positives liées à une excitation par des attractions, par des rencontres avec des univers autres, et puis cette tension qui se réduit aussi à la violence, et j'ai joué comme ça sur cette combinaison un peu barbare, en hybridant au fond les sensations fortes positives qui est censé fournir le parc d'attractions et les sensations fortes négatives que fourniraient les spectacles de la violence, et notamment des spectacles de la violence contemporaine, que ce soit sur Internet ou même des sports de combat ultra-violents, ou au fond cette culture qui habitue les gens finalement à prendre du plaisir et à trouver de l'excitation en voyant la violence, en voyant la peur, en voyant des émotions troubles. Donc il me semble que bien évidemment les parcs d'attractions classiques ne jouent pas directement de cette corde, même s'il en existe. Il y a des parcs d'attractions fondés sur la torture, par exemple en Chine, etc. Là, une dernière anecdote, au Japon, à Hokkaido, ils avaient créé un parc d'attractions, et donc c'est une île du Nord où il fait assez froid l'hiver, et donc c'était un parc sur le thème de la neige, etc. Il y avait une rivière gelée avec plein de poissons morts, mais de véritables poissons morts. Et donc ça a fait scandale, parce que comment pouvait-on tuer des animaux pour les présenter comme ça sous une plaque de verre? Et il me semble que le parc d'attractions ne peut pas faire l'économie au fond de cette représentation de la violence, que bien évidemment il euphémise, mais qui est toujours au fond présente à l'arrière-plan. En tout cas, moi j'ai un peu creusé, j'ai mis au fond le doigt là où ça faisait un peu mal, quoi. Jean-Max Collard, sur cette question du parc d'attractions comme lieu des sensations fortes, comme exutoire, comme lieu du jeu qui va jusqu'à l'ivresse, et d'ailleurs qui, comme la création, servirait à purger les passions humaines, il y a toujours cette frontière entre la mise en scène de la violence, mais pour de faux, cette idée justement de la façade, et de l'autre côté, ces accidents qu'on recense régulièrement dans les parcs et qu'on attend un peu. Qu'on attend un peu, non, je pense pas. Comme un risque potentiel, c'est un risque. Je dirais pas qu'on l'attend, mais ça fait partie de cette violence, effectivement, cette violence de sensation qu'évoque très bien Bruce Bégou, en effet. Mais j'ai aussi ça me rappelle le texte, puisque dans l'article que vous citiez, qui s'appelait l'attraction du parc que j'ai publié dans la revue universitaire Roman 2050, il y avait notamment le texte de Hervé Guibert, qui a un texte qui s'appelle Vice, qui date de 1991, et qui, à l'inverse de ce qu'on entend sur des questions vraiment de fiction critique, imaginait une sorte de parc, à la fois aussi exposition ou musée, qui serait une sorte de parc du désir. Du parc assez érotique, avec le palais des monstres désirables, avec le musée du vice, avec le hammam, enfin mélangeant comme ça des lieux, et offrant en quelque sorte un parcours du corps, parce que là aussi on offre des sensations, et on offre aussi des sensations physiques assez inédites, que ce soit parfois vertigineuses, des corps qui vont être soumis à des expériences un peu diverses. Et il y a aussi matière effectivement à un imaginaire désirant, en quelque sorte, dans ces lieux utopiques et féeriques. Et donc on peut aussi renverser la chose de cette manière-là. Et là, c'est pas l'accident, c'est l'extase qui est attendue. Mais c'est un peu les deux. Bruce Bégou, vous jouez sur cette idée aussi d'une violence, et de l'idée que le jeu, en tout cas la mise en scène de la sensation forte, c'est aussi quelque part une forme de violence refoulée ou vécue à l'intérieur du lieu, de l'enclave.
Oui, comme je l'indiquais, il y a cette puissance, cette énergie que comporte le corps humain, les masses, etc. Et donc cette puissance peut être une puissance dangereuse, et donc il faut savoir la canaliser. Et les parcs, au fond, sont des organisations de canalisation de l'imaginaire, de la sensation, des corps, même comme on le disait, des corps au fond qui ne travaillent pas, hein, des chômeurs, etc. Et au fond, moi je vois le parc comme une hétérotopie dont le but est la discipline et des lieux d'expérimentation de l'organisation sociale pour être appliqués à d'autres situations en dehors des parcs, et même pour au fond être un laboratoire de conception des règles de vie, d'autocontrôle des individus dans les espaces sociaux, on pourrait dire plus classiques. Donc à ce titre-là, l'ivresse, effectivement, l'ivresse est un sentiment un peu irrationnel, mais ce qui est étrange dans les parcs d'attractions, c'est que c'est une organisation rationnelle qui vise à produire des expériences émotionnelles irrationnelles. Et les parcs combinent très bien, au fond, cette règle, hein, cette méthode, cette discipline rationnelle, instrumentale, où tout est organisé, tout est millimétré, et en même temps, ce moment de décharge incontrôlable qui peut être source, là aussi, d'extase, de danger, de transgression, de subversion, mais qui est bien sûr toujours dans les parcs canalisés. Et moi, mon rôle, c'est d'imaginer si, au fond, le mécanisme se grippe, et que deviendrait cette énergie libérée lorsque elle ne serait plus totalement contrôlée par l'organisation du parc. Et par son périmètre, Marie Delaplace, il y a cette idée d'une structure très forte du parc, un peu contenante, avec justement, vous parlez de ces cercles concentriques. Au centre du parc, il y a les commerces, les attractions, les hôtels. Un peu plus loin, il y a encore une zone touristique. Et c'est finalement un système très organisé, et on met du temps à entrer et à sortir du parc. Oui, mais ce temps que l'on met pour entrer et sortir du parc, c'est le temps qu'il faut aussi pour pouvoir passer de la réalité au rêve. Et donc c'est un moyen finalement de se distancier de sa propre réalité pour ensuite être capable d'arriver dans ce parc. Mais le parc d'attractions, c'est aussi une machinerie. C'est une machinerie qui fonctionne avec, alors bien sûr, des individus, on l'a évoqué, aussi des investissements. C'est une machinerie qui aussi nécessite qu'il y ait des sous-traitants, des fournisseurs qui seront plus ou moins proches du parc. Donc on a aussi ce deuxième cercle concentrique. Et puis, en ce qui concerne par exemple Disneyland Paris, eh bien sûr, Disneyland Paris, c'est quand même aussi un pôle touristique au sein de la région Île-de-France. Hein. Donc on a des cercles concentriques comme ça qui partent du parc et des commerces associés au parc et des attractions dont on peut profiter, pardon. Et puis ensuite donc voilà les hôtels qui sont des hôtels déjà du parc Disney, puis ensuite des hôtels qui sont des hôtels partenaires. Donc on a un deuxième cercle, et puis ensuite donc la destination plus large. Et tout ça est relié par un système de transport qui est très clairement pensé pour Disney. Et Marie Delaplace, il y a cette question justement du parc et de ses riverains, donc d'une structure à la fois économique et architecturale, et du rapport qu'elle entretient avec son environnement et les gens qui l'habitent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que va faire un parc dans une zone géographique précise ? Alors, je pense pas qu'on puisse dire un parc va faire cela dans une il va zone développer géographique précise. En général, disons que tout développement d'un parc va être en grande partie contextué. Cela étant, évidemment, pour arriver au parc et pour qu'un parc puisse s'implanter, il est absolument nécessaire qu'il y ait des moyens de transport. Je l'avais évoqué tout à l'heure, hein, RER, train, autoroute, etc., etc. De la même façon, un parc d'attractions, vous imaginez 14 700 personnes qui n'ont pas non plus envie de prendre le RER A tous les jours de très loin pour venir, ou d'autres moyens de transport, et qu'il faut donc bien loger. Hein, et donc on a eu une croissance de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée qui est en partie liée aussi à Disneyland Paris. Bruce Bégou, il y a cette idée selon laquelle le parc d'attractions serait finalement une forme, un modèle, une matrice pour d'autres lieux, touristiques ou autres d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs on voit très bien dans la réflexion que Disney a menée dans les années 50 autour de Disney World en Floride et d'Epcot. Enfin, comme je l'ai dit, le parc d'attractions peut être vu aussi comme un incubateur d'idées, comme un laboratoire urbanistique où on va inventer des formes nouvelles pour le travail, pour les loisirs, pour les transports, globalement pour l'organisation de la cité. Et effectivement, on voit des villes qui se sont inspirées des parcs d'attractions. Bon, un de mes premiers ouvrages concernait Las Vegas, mais Dubaï, Macao et d'autres villes, au fond, récupèrent tout cet imaginaire et organisent tout l'espace urbain autour du divertissement contrôlé, autour du jeu, autour, au fond, du commerce, des plaisirs, que ce soit pour les familles ou autres, hein, parce que pour Las Vegas, l'échelle est assez vaste, et aussi avec au fond un urbanisme d'imitation. On va imiter les autres villes, l'architecture va être une architecture mimétique qui va reprendre au fond des thèmes classiques de l'histoire ou de la géographie. Donc à Las Vegas, vous allez avoir des hôtels casinos sur Venise, sur Paris, sur New York, etc. Et le parc a tendance comme ça à imiter le monde, voire à l'absorber d'une certaine manière. Jean-Max Collard, c'est aussi des lieux d'innovation technique? Ce sont aussi des lieux d'innovation technique, mais ce que dit Bruce Begou évoque que, par exemple, pour le cas de l'art contemporain, quand on pense comme ça à des gens comme Pierre Huyghe ou Dominique Gonzalez-Forster, c'est vraiment des artistes qui ont peut-être davantage insisté sur non pas sur la dimension critique de leur proposition d'espace, mais vraiment sur cette idée du parc comme un laboratoire, comme un incubateur pour d'autres formes, comme vous le disiez, y compris justement pour penser autrement le musée, pour penser autrement l'espace d'exposition, pour se dire que effectivement le parc d'attractions peut être un laboratoire pour rêver en quelque sorte d'autres espaces d'art et pour réinventer de l'intérieur l'espace de l'art. Puis il y a un dernier point, c'est qu'est-ce qui fait que ça intéresse aussi les écrivains? Tout simplement parce que c'est une forme qui échappe aussi au roman traditionnel, parce que le parc justement c'est une sorte c'est pas une forme directement narrative, c'est quelque chose qui est un peu géostationnaire où on passe comme ça par thème ou par endroit, par station, et donc ça découpe la forme romanesque.